Madame Cocon, on va passer maintenant à Madame Cocon. Oui, Question de rester sur le sujet, collègue. oui, très rapidement, Monsieur le Président. De toute façon, Marie-France a demandé la parole, donc elle va s'expliquer. Je ne crois pas avoir entendu un seul moment Marie-France nous dire qu'il faudrait soit supprimer ou fustiger les écoles de la deuxième chance. Alors, j'ai entendu toute une diatribe derrière, lui rappelant quelle était l'utilité. Elle n'a jamais dit ça. Elle a simplement plaidé pour une espèce d'harmonisation et de mise en cohérence d'un certain nombre de dispositifs qui existent et qui pourraient être redondants. Donc, elle va s'expliquer. Je rappelle quand même que son métier, c'est quand même une technicienne de l'insertion, qu'elle voit ces publics-là tous les jours et qu'elle met en œuvre des chantiers, un certain nombre de dispositifs. Donc, accordez-lui quand même très humblement qu'elle sache un peu de quoi elle parle. Merci. Merci, collègue. Est-ce que, alors, sur toutes les questions qui ont été posées, est-ce que Madame Marie-Thérèse Casimius aurait quelque chose à ajouter? J'ai demandé la parole. Marie-France. J'ai demandé la parole. Très brièvement, Marie-France, puisqu'on a dit que c'est une fois par sujet, très brièvement. Non, mais il est important pour moi d'intervenir à la suite des autres interventions, de la mesure où, à aucun moment, je n'ai demandé à supprimer les écoles de la deuxième chance. J'ai insisté en disant que, justement, il faut que ces écoles continuent à recevoir des jeunes, mais je reste toujours sur cette tranche d'âge de 16-25 ans. Et j'ai aussi dit qu'il y a autant de dispositifs, et je reste sur le mot millefeuille parce que ce sont des dispositifs qui se juxtaposent et qui n'ont jamais pu résoudre le problème de l'insertion durable des jeunes. Et ça, j'insiste pour le dire, parce que je reçois des centaines de jeunes. Dans un mois, je peux vous dire ce que disent les jeunes, d'accord? Donc, c'est pas moi. Moi, je suis pour l'école de la deuxième chance parce que je connais des jeunes qui viennent à 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui ont décroché, qui savent pas écrire, qui savent même pas lire, etc. Je suis pour cette école. Et je l'ai dit 2 fois. Et je remercie Catherine Concon d'avoir bien écouté. Parce que je ne voudrais pas qu'on parte ici et que l'on dise que Mme Tino a dit qu'il faut supprimer cette école. Je n'ai jamais dit ça. Et j'ai aussi dit qu'il faut justement mettre en place un plan d'action. Un plan d'action, à quel moment on lance des projets? Lancer des projets pour mettre les jeunes en activité pendant 1 an dans une entreprise, avec des entreprises sur des projets innovants, etc. C'est ce que j'ai dit concernant les jeunes de 30 ans. Donc, parce que je les entends, ils ne veulent pas aller dans ce c'est pas seulement à l'école de la deuxième chose qu'ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas aller dans les dispositifs. Parce qu'ils disent que les dispositifs, bon, c'est un moment, mais après, ils ne font que ça. On a l'impression de les mettre dans des cases. On ne peut pas faire des jeunes multiplier des dispositifs. Il faut un moment que le jeune soit inséré durablement. Et c'est ça mon cri, parce que c'est ce que j'entends. Un jeune de 30 ans aujourd'hui dit que je veux travailler, je ne veux pas aller dans un dispositif. Ben, ce n'est pas parce qu'il a eu un parcours difficile et qu'il n'a pas pu travailler dans sa vie avant. Aujourd'hui, il se dit qu'il est capable parce que ce n'est pas le savoir-faire qui manque à nos jeunes. Et surtout, on met des dispositifs en place qui demandent des accompagnements. Les accompagnements sont-ils bien faits? Après la fin du dispositif, l'accompagnement doit continuer jusqu'à 6 mois. Est-ce que c'est fait? Parce que j'ai déjà vu des jeunes faire au moins 3 dispositifs qui sont dans les rues. Et c'est pourquoi je dis, mettez-les en activité. Il y a de quoi les mettre en activité. C'est ça. Mais à aucun moment, moi je dis, je suis pour l'école de la deuxième chance. Je ne veux pas rejeter un dispositif où des jeunes, c'est fondamental pour ces jeunes, les petits décrocheurs. Mais pourquoi aller à 30 ans? Et j'ai bien dit que je vais le voter parce que je sais que même, je ne me rappelle pas les chiffres, comme les sorties positives. S'il n'y en a pas beaucoup, mais je sais au moins, même s'il y en a 2 sous 50, on a pu ressortir 2 jeunes sous 50. Peu importe les chiffres, j'ai vu les résultats. Ce n'est pas des résultats tellement satisfaisants, mais je me dis qu'il y a un travail derrière qui a été fait. Je suis pour le projet. OK, Marie-France. Pour que ce soit... Merci, Marie-France. Merci. On a bien compris que personne ici n'a dit ce soir qu'ils ne sont pas pour ni l'école de la deuxième chance, ni les financements qui ont été proposés pour ces 2 écoles du centre et du sud. Donc, et j'ai demandé un rapport. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce rapport concernant le RSA, l'audition du RSA et de l'insertion? Non. Alors, moi, Président,
On a bien entendu Marie-France, mais ce rapport, on ne l'a pas encore. Donc aujourd'hui, nous allons quand même voter sur le financement de ces deux écoles. Et je pense que ça viendra par la suite. C'est vrai que nous avons élargi le débat sur l'enfance, la famille, la formation. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Commençons donc par faire ce vote sur le financement des deux écoles de la deuxième chose que vous avez tous trouvé nécessaire au pays, même si ça n'est pas suffisant. Donc, je vais demander donc pareil au chef de groupe, si tout le monde est d'accord sur le métier de cette école et de son financement, je vais demander à chaque groupe donc de me donner son avis pour voir si on arrive à avoir un vote unanime là-dessus. Donc, je vais commencer. Il y a des micros ouverts, collègues. Donc, je vais commencer par A2P, Président, si M. Nilon ne voit pas d'inconvénient. A2P. Nous n'avons pas bien entendu. Jean-Philippe. Ah, Marcelin. D'accord, merci. Non, c'est Marcelin Nadeau, visiblement. Oui, j'ai entendu Marcelin, j'ai entendu que tu as voté pour le groupe. La Martinique ensemble, Catherine. Monsieur le Président, il me semble qu'on n'a pas eu l'avis des commissions, je ne sais pas, sauf si ça m'a échappé. Oui, monsieur. Oui. Président, monsieur, il nous a donné son point de vue, monsieur Duféal. Il nous a donné son point de vue. Non, Président, tu ne m'entendais pas, j'avais un problème de micro. Ah. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, j'avais un problème de micro. Tu ne m'entendais pas, je voulais intervenir. Bon, ben, alors, on te redonne la parole. Oui, pour dire, en tous les cas, les échanges qui ont eu lieu relèvent bien le fait que tout le monde est unanime à reconnaître la mission des écoles de la deuxième chance. Et c'est ce qui est bien ressorti lors de la réunion de la commission, qui unanimement a reconnu le principe de la reconduite de l'aide aux deux structures, en tous les cas, pour l'année 2021. Et nous avons aussi relevé un point important, et ça a été dit par les uns et les autres, qui est la nécessité, en tous les cas, pour la collectivité territoriale, dans sa fonction majeure de collectivité, d'avoir une fonction d'impulsion, en tous les cas, et de coordination, de considération des réseaux partenariales autour des écoles à deuxième chance. Et c'est pour ça qu'on a souligné le fait qu'il faut qu'on compte absolument les missions locales, ainsi que d'autres prescripteurs possibles, tels les communes nécessaires, de manière à faire en sorte, en tous les cas, que les écoles à deuxième chance remplissent encore plus grandement qu'elles le font actuellement, cette mission d'accompagnement de ce public de jeunes en situation de décrochage scolaire. Et c'est ce que la Commission a fait ressortir lors de ses travaux. Donc, avis très favorable de la Commission pour l'accompagnement des deux écoles de la deuxième chance pour cette année 2021. Merci, M. Éric Duféal. Et puis, excuse-moi, parce que j'avais cru avoir ton avis favorable sur le dossier. Excuse-moi. Donc, j'étais à Catherine Cocon, donc qui a donné, a priori, Madame Cocon, pour... Oui, d'accord. Monsieur Marissette. Oui, j'avais dans mon intervention donné le... Oh là là, il y a de l'écho là. J'avais donné le sens du vote du groupe. Je prends acte de la réponse de M. Chamas, l'IMFPA, mais je rappelle que depuis le début du mois de juillet, l'IMFPA est sous la responsabilité, puisque le président de l'OA, c'est le président du conseil exécutif, et il a désigné son représentant, donc faire fonctionner ce qui est prévu dans le contrat de service public qui lie la CTM à l'IMFPA relève désormais de lui. Mais je suis donc inquiet pour le sort des salariés, donc leur inquiétude me semble être justifiée après ce que j'ai entendu. Mais en ce qui concerne le dossier, nous comptons pour continuer à soutenir les deux écoles de la deuxième chance du centre et du sud. Merci beaucoup, M. Econville, pour le groupe Alliance. Oui, nous suivons l'avis de la commission, donc avis très favorable. Merci, collègues. Donc, les 4 groupes ont donné leur avis et soutiennent à l'unanimité les aides portées donc, à ces deux écoles. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité.
nous continuons toujours avec Madame Marie-Thérèse Casimirius pour encore Président. 2-3 dossiers, puisqu'elle ne sera pas là demain. Donc, on continue avec elle et si vous voulez, nous reprendrons nos travaux le lendemain. Après, Madame Marie-Thérèse Casimirius. Donc, très bien. Merci beaucoup, Président. Alors, le dossier numéro 24, il s'agit simplement d'une demande relative à une subvention qui est sollicitée par l'école de pêche maritime de la Trinité. C'est une structure qui a déjà fait ses preuves et dont la renommée n'est plus à faire, puisqu'elle rayonne, cette structure rayonne donc aussi bien sur le territoire martiniquais que dans la Caraïbe. Elle propose donc un certain nombre de formations passant du niveau 5, donc le CAP au niveau bac, avec un certain nombre de formations spécifiques. Donc, en 2017, il y a un petit historique de 2017 à 2020 concernant le nombre de personnes accueillies. Et je dirais même que l'école de pêche maritime de la Trinité a même augmenté son offre de services en essayant d'actualiser donc ces formations. Je sais que le PCE les dirigeants de cette école ont été reçus par le PCE, demandent donc par conséquent de se conformer à la réglementation concernant la dispense des formations, mais nous sommes là aussi dans quelque chose de traditionnel, c'est-à-dire que pour fonctionner par rapport au contrat d'objectif, l'école de pêche maritime de la Trinité sollicite donc une subvention de la CTM à hauteur de 1 697 757 €. Et pour l'exercice 2021, ils attendent donc 261 élèves pour 100 459 heures de formation. Voilà. Alors, merci, on a entendu. Alors, j'aimerais avant d'oublier que la position de la commission. Oui, Président. Donc, pour dire que là aussi, la commission a eu à traiter de cette question. Donc, elle a émis, à l'unanimité des membres présents et représentés, un avis favorable, tout en relevant toutefois la nécessité de reconsidérer dans un avenir proche la relation juridique et donc contractuelle entre la CTM et cette association de gérance. Voilà quel a été l'avis de la commission. Merci, Monsieur Hugues Duféal. Merci. Alors, dans l'ordre des interventions, donc, Monsieur Maricette, Daniel Maricette, vous avez la parole. Merci, Président. Alors, je vais reprendre les propos que j'ai tenus devant la commission et je remercie le rapporteur d'avoir mentionné l'histoire d'évolution des rapports juridiques entre la collectivité et cette école de formation. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une école de formation à la pêche. C'est une école de formation professionnelle, maritime et aquacole. Parce qu'on n'apprend pas à pêcher là. On apprend à faire tous les métiers liés au maritime, y compris de la marine marchande et également, toutes les navigations en mer. Je rappelle simplement, en tout cas, j'informe ceux qui ne seraient pas au courant, je parle sur le contrôle des anciens élus qui étaient là. Le diagnostic a fait qu'il y a une certaine fragilité juridique, au plan juridique, du mode de relation financière qui est entre la collectivité, avant c'était la région, et cette école. C'est une association. Normalement, la formation professionnelle, normalement, doit faire l'objet d'appels d'offres. Mais là, on a toujours, même après que la loi ait évolué, continué à faire sur le régime de la subvention. Et cette école, qui était, il y a une dizaine d'années de cela, financée à 50% État, 50% région, progressivement, il y a une dérive et actuellement, pratiquement, le principal financeur, c'est la CTM. Ça nous avait amené à entrer dans un processus de discussion pour faire évoluer le statut. Et il y a eu un vote qui a été fait à l'unanimité pour s'engager à transformer cette école, le mettre sous forme d'établissement public industriel commercial, comme un peu ça a été fait à l'IMFPA.
Ce processus était engagé avec l'accord de tous. Bon, il n'est pas arrivé au terme parce qu'il fallait que ça se fasse en négociation pour que la transition se fasse tranquillement. Bien, en principe, 2020 devait être la dernière année où on ferait le régime de la subvention sous cette forme-là avec l'association de gestion. Et 2021, en tout cas cette rentrée, l'établissement public devait prendre place et ça deviendrait à ce moment un contrat in-house. Bien. Alors, je pose la question publiquement pour savoir, la nouvelle majorité, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle a l'intention de mettre en application cette délibération qui avait été votée, ou bien si elle a une autre position, parce que je pense que même pour l'avenir du personnel et de l'école, il faut que cette question soit éclaircie. Voilà pourquoi je pose à nouveau cette question, mais non pas en commission, mais en séance plénière. Je vous remercie. Et de toute façon, je termine. Comme nous avons grande confiance, je m'excuse, je ne suis pas prononcé sur le fond du dossier, nous avons bonne conscience de la qualité de la formation qui se déroule là et qui est absolument utile pour l'économie bleue, hein, de toute l'économie bleue, pas seulement la pêche. Je pense qu'il faut continuer à soutenir, à financer cette formation pour que la formation soit entièrement gratuite pour tous les demandeurs d'emploi qui deviennent stagiaires de ce centre de formation. Voilà, j'en ai fini. Merci, M. Marissette. Je vais continuer avec Mme Tel Patricia, qui a demandé la parole. Mme Tel Patricia. Oui, président. Il y a un écho, Patricia, il y a un écho peut-être. Les amis, les collègues, fermez vos micros. Ma caméra, parce que c'est pas ça. Je veux dire. Non, Patricia, on ne t'entend pas. Je suis désolé, Patricia, on ne t'entend pas. Bon, ben, écoutez, je passe mon tour alors. Voilà, non, vas-y, là, maintenant, on t'entend mieux, a priori. Oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, alors, je très rapidement. Donc, c'est temps qu'on puisse dire que c'est l'école de formation maritime aquacole, parce que cette école-là a de l'emploi pour la Martinique, mais également toute. En fait, je reprends un petit peu les propos je fais un lien les propos du précédent collègue qui a parlé, et je dis moi aussi que sous cette en début de préférence, vraiment que nous fassions une grande mise en place concernant cet outil. Là. On n'entend pas, Patricia, on n'entend pas. Malheureusement, on ne t'entend pas. Oui, Patricia Tel, on ne t'entend pas. On t'a perdu. Patricia. Patricia Tel, on t'a perdu. Patricia Tel, on ne t'entend pas. Patricia Tel, elle a été déconnectée à mon avis. Donc, on va lui redonner la parole tout à l'heure. Est-ce qu'on peut entendre Olivier Mariret? Oui, c'est juste pour rassurer M. Marissette qu'on a reçu le président de l'école de pêche, de l'école de formation maritime, M. Lise, et il nous a rassuré il était accompagné de son bureau, son premier vice-président, deuxième vice-président et quelques membres du conseil d'administration. Il nous a rassuré qu'il est en train d'obtenir un agrément qu'il lui faut pour pouvoir répondre aux critères d'appel d'offres pour la fin de l'année. Donc, le processus est en cours. Concernant la situation en EPIC, M. Marissette, on passe par un EPIC, comme ça, avec un coup de baguette magique. Hein. La chose se prépare. On sait que pour avoir consulté les salariés, pour les écouter, ils ne sont pas tous d'accord. Le CE a une position un peu différente. Donc, le processus aujourd'hui n'est pas, à mon avis, à son terme. Donc, il faut rester vigilant parce que aujourd'hui, c'est facile d'énoncer de dire qu'on va passer en EPIC, on ne va pas passer en EPIC.
Mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est un petit peu le message que je lui dis. Cependant, moi, j'ai confiance. Hein, c'est une institution qui a été, qui est là, qui est ancienne et qui tient toujours. Il y a une qualité d'enseignement et aussi d'une école la seconde chance. Il faut rappeler que énormément d'enfants qui ont des difficultés de scolarité, quand ils passent à l'école de formation maritime, souvent on en fait de bons élèves après. C'est l'école de la seconde chance, donc il faut quand même maintenir l'école le plus longtemps possible. Merci, merci Olivier. Est-ce qu'on a récupéré Madame Tell? Est-ce que Patricia Tell, elle a été récupérée? Non. Monsieur Bonol. Monsieur Bonol. Jean-François Bonol, est-ce qu'il peut prendre la parole? Oui, je peux, Président. Simplement, alors je vais partir de ce que vient de dire M. Maïret. L'école qui se trouve à Trinité des affaires maritimes, de formation maritime, n'est pas une école de la deuxième chance. C'est un établissement qui fait une formation spécialisée et qui a l'avantage de fonctionner avec une pédagogie dite de proximité, individualisée. La prise en charge individuelle des acteurs, l'écoute, la patience des équipes. Et on peut considérer qu'on a de bons professionnels dans cet établissement. C'est un établissement qui apporte à la fois un savoir-faire, mais un savoir-être aux jeunes qui y viennent. Et ils réussissent parce qu'il y a ce lien qui se crée entre les professionnels, les enseignants, les techniciens qui les forment et les apprenants. Et c'est la démarche pédagogique qui caractérise cette école et qui fait sa force. L'accompagnement qui est porté aux apprenants, l'écoute aux apprenants et surtout le lien avec le monde professionnel. Le jeune qui vient là, il ne vient pas là parce qu'il a échoué, il vient là parce qu'il a un projet professionnel. Tous ceux qui vont à Trinité vont parce qu'ils ont un projet professionnel. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est la possibilité que cet établissement donne à des jeunes compatriotes de réaliser leur projet professionnel. Lorsque vous êtes en phase avec votre projet, vous savez exactement où vous voulez aller, vous avez l'établissement qui vous accueille avec les moyens qu'ils ont, mais avec une équipe pédagogique qui est volontaire, engagée, eh bien, évidemment, ça donne des résultats et ça donne des professionnels qui réussissent. Sur tout le territoire, ici en Martinique ou ailleurs, vous avez des jeunes formés ou des gens qui sont passés par Trinité et qui réussissent. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, bien sûr, il faut débattre du statut. Bien sûr. Il faut trouver la meilleure réponse. Mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, le statu quo n'est pas la bonne solution. Il n'est absolument pas la bonne solution. Mais ce n'est pas le cadre du débat aujourd'hui. Je pense qu'il faut accompagner, il faut continuer à soutenir cette école. Parce qu'elle a sa place. Et nous avons parlé tantôt de la pêche, des orientations qu'il faut donner, des enjeux que nous avons autour de la pêche et des ambitions que nous portons sur la pêche en Martinique. Eh bien, cette école-là, c'est un instrument qui doit permettre la réalisation de ces ambitions que nous avons. Et c'est pour cette raison, en tout cas, nous voterons pour ce projet-là. Merci. Merci Jean-François Bonol, merci Jean-François. Donc on a retrouvé Patricia Tell. Est-ce qu'on peut l'entendre? Patricia? Je sais pas si on m'entend. Bon? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Bon, en tout cas, je serai rapide parce que j'ai entendu la fin de l'intervention du collègue Bonol et je voudrais dire que hors plénière, en tout cas hors dossiers habituels de plénière, il faudrait que tous les élus, nous consacrions une séance à l'examen de ce dossier-là, de l'EFMA, pour que nous puissions savoir ce que nous en faisons. Et si nous pouvons aussi nous transporter sur place pour que ceux qui ne connaissent pas cet outil le découvrent, ben, ça sera une excellente chose. Mais je pense qu'il faut y aller et j'aime à dire que nous avons une pépite, mais que parfois nous, Martiniquais, nous l'ignorons. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Patricia, on a bien compris. On a bien compris, donc, d'après ce que je viens d'entendre, on a bien compris que tout le monde nous dit que cette école, c'est une excellente école et que les financements que nous sommes en train d'attribuer sont nécessaires.
J'ai entendu aussi le président de la commission dire qu'il y a une étude sur la transformation juridique donc, de cette association, de cette école plutôt. Donc, Patricia, on a bien saisi qu'il va falloir que nous travaillions peut-être en commission ou ensemble, ou que plusieurs commissions s'attribuent le dossier pour donner leur avis. Peut-être la commission formation, c'est vrai. Les différentes commissions peuvent s'associer à ça. Je crois que la commission financière aussi devrait s'autosaisir de ce dossier parce qu'au lieu d'attribuer des subventions, peut-être qu'il y a une possibilité de passer par les fonds européens, ce qui nous coûterait beaucoup moins cher et nous permettrait sur notre budget d'afficher ces dépenses en dépenses d'investissement et non pas de dépenses de fonctionnement. Voilà. Donc, si tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faille soutenir cette école, je vais reposer la question de tout à l'heure pour le vote, en repassant par chaque groupe politique pour leur demander leur avis éventuel, savoir si nous pouvons avoir une unanimité sur cette aide. Voilà, Monsieur Marissette, je commence par vous. Merci pour l'honneur. Non, je suis prêt à continuer à soutenir financièrement cette école. Notez qu'il faut garantir sa pérennité juridique. Merci. Madame Cocon, pour Martinique Ensemble. C'est bon, avis favorable, tout en souscrivant à la proposition de Patricia Tell qu'il y ait une vraie réflexion sur l'avenir de l'école. Je ne suis pas convaincue que la transformation INA au sein de PCI soit la meilleure solution. C'est une espèce de montage juridique à la soviétique, tout est régi comme justement en régie rapprochée du pouvoir, régie pour on casse une SEM, on fait une régie pour l'abattoir, enfin, je ne suis pas sûre, on casse une SEM pour le transport, on fait une régie. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution en termes de management moderne. Donc, j'émets des réserves sur la suite de la transformation de l'école, mais encore une fois, je suis favorable au débat. Merci, Catherine. Effectivement, nous aurons du pain sur la planche. Donc, je continue donc avec M. Econville pour le groupe Alliance. Oui, nous suivons donc l'avis de la commission et l'avis de Patricia. Merci, M. Econville. Maintenant, pour le groupe A2PN. Pour le groupe A2PN. M. Dillon. M. Marcelin Nadeau. Nous sommes favorables, évidemment, quoi. Mais nous retenons l'idée d'une réflexion. Donc nous retenons l'idée effectivement d'une réflexion. Oui, la question de la formation des métiers de la mer est fondamentale, y compris par le biais d'un établissement public local, à l'instar des établissements publics locaux d'enseignement agricole. Je pense qu'il faudrait peut-être un EPLE dédié à la pêche et à la mer. Au-delà de ce débat lié à l'école de pêche, mais nous sommes favorables. Voilà, merci. Président, si je peux me permettre de rassurer les collègues pour leur dire que le fait simplement que par rapport à des normes que nous devons appliquer au regard des statuts actuellement de la structure, ça ne remet pas du tout en cause l'existence ni la qualité de l'offre qui est dispensée par l'école de pêche maritime, pas du tout. Et bien au contraire, le PCA a donc reçu les dirigeants de cette structure en leur demandant de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus large qui est l'économie de la mer. C'est dire qu'il y a un intérêt vraiment particulier. Mais j'ai l'impression qu'on entend mon collègue Jean-François Bonal que non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Bien au contraire, c'est à donner une assise beaucoup plus forte à cette structure en lui demandant d'étendre son offre de service. Ce n'est pas renoncer ni même dénigrer ou apporter un jugement quel qu'il soit sur cet établissement. Au contraire, c'est tout mettre en œuvre pour inscrire cet établissement dans la pérennité. En tout cas, je n'ai entendu ce soir Pardon,
Monsieur Bonol, voulez-vous reprendre la parole? Attendez que je donne les conclusions du vote et puis... Non, je veux juste dire... Monsieur Bonol, on n'entend pas, il y a un écho. Alors, laissez-moi donner les conclusions du vote et puis je vous redonne la parole exceptionnellement. Alors, les quatre politiques ayant donné leur avis favorable à l'unanimité, je considère que le vote est acquis à l'unanimité pour ce rapport sur l'école de formation et de pêche maritime et aquacole de Trinité. Maintenant, il semblerait que Jean-François ait un petit mot à ajouter. Jean-François, très, très rapidement. Non, Président, je voulais juste dire, je pense qu'on ne s'est pas très bien compris avec Mme Casimirius. Au contraire, j'ai simplement répondu à M. Marienne pour recadrer un petit peu, ne pas dire que c'est la deuxième chance, mais au contraire, c'est une école qui a beaucoup de perspectives et beaucoup d'avenir et qui a un rôle à jouer dans le développement que nous voulons donner à la pêche. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Jean-François, on a bien compris. Voilà, donc le rapport, Mme Casimirius doit continuer donc avec ces deux derniers rapports qui sont tout simples puisque ce sont des annulations de créances. Alors, s'il vous plaît, collègues, fermez les micros. S'il vous plaît, collègues, vérifiez vos micros. Merci. Alors, je vais donner encore la parole à Mme Marie-Thérèse Casimirius pour deux annulations de créances. Merci, Président. Alors, si tu permets, il s'agit des dossiers 25 et 26, c'est à peu près la même teneur. Et ça fait aussi l'objet de discussions que nous avons en commission d'attribution. On s'interroge là aussi, il y a certainement des choses, des réécritures à faire. Le dossier numéro 25, il s'agit de quelqu'un qui sollicite une remise gracieuse à hauteur de 3 658 €, parce que c'est quelqu'un qui a obtenu un prêt pour des études et qui actuellement est sans emploi et perçoit le RSA à hauteur de 497 € par mois. Donc, il n'est pas dans la capacité de rembourser le prêt qui lui avait été accordé. Et le deuxième dossier, c'est à peu près la même chose. C'est un jeune homme qui est maintenant chargé de famille, qui a un salaire d'un peu plus de 1 000 € par mois et qui sollicite lui aussi d'aide, une remise gracieuse à hauteur de 7 318 €. Alors, je vais avoir la position de la commission sur ces deux dossiers qui sont identiques, qui se ressemblent. Oui, Président. Oui, sur ces deux dossiers, la commission a bien entendu émis un avis favorable. L'instruction de ces dossiers ne faisait pas relever de difficultés particulières en tous les cas. Donc, c'est unanimement que les membres de la commission ont émis un avis favorable pour ces deux dossiers. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole à ce sujet? Il s'agit de deux personnes dans des conditions matérielles et financières extrêmement précaires. Donc, la commission a donné un avis favorable. S'il n'y a pas d'opposition, donc, même principe, je vais redemander donc à chaque groupe politique, je vais essayer d'avoir l'unanimité sur ces deux sujets s'il n'y a pas de contestation. Donc, je vais demander donc à M. Econville l'avis de l'Alliance. Nous suivons l'avis de la commission, avis favorable pour ces deux dossiers. Merci. Catherine Cocon, pour Martinique Ensemble. Avis favorable. Merci. Le Grand Assemblée, M. Marissette. M. Marissette. Oui, pour des questions d'humanité, notre groupe est favorable à l'annulation des deux dossiers. C'est bien, j'apprécie votre humanité. Et puis pour A2PN, Monsieur Nadeau, Marcelin. Bon, on est favorable, évidemment. Merci, collègues. Donc, on est favorable. Merci. Donc, collègues, les quatre groupes ont donné un avis unanime sur ces deux derniers dossiers. Donc,
Le rapport 25 et 26 donc, ont été adoptés à l'unanimité. Donc, c'en est terminé pour Mme Marie-Thérèse Casimirius, qui ne sera pas a priori avec nous demain, parce qu'elle a d'autres engagements à Cap-Nord. Donc, il est 21h20. Donc, je vous propose de suspendre aujourd'hui la séance et de recommencer demain matin à 9h, entre 9h et 9h30. 9h en salle d'attente, 9h30 pour le début de la journée, la reprise des travaux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, évidemment. Donc, si personne ne dit mot, on se donne rendez-vous en salle d'attente virtuelle demain à 9h pour qu'on puisse commencer à 9h30 parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers. Il faudra terminer demain. Bonne fin de soirée et merci de votre participation, collègues. Bonne soirée, Président. Bonne soirée, tout le monde.